Bonjour, dans les prochaines vidéos, je vais compléter avec vous le chapitre 12 de vos notes de cours qui porte sur la force, le bras de levier et le moment de force. Avant de ce faire, par exemple, je voudrais juste situer à quel endroit on est rendu dans le cours. Pour ce faire, je vais aller dans votre résumé, votre document là, qui résume tous les chapitres du cours à la table des matières. Donc, on a fait la première partie de cours qui portait sur la cinématique, les chapitres 1 à 6. Dans la deuxième partie de cours, à partir du chapitre 7, on est rendu dans le domaine de la dynamique, d'expliquer pourquoi qu'on avait des déplacements d'objets dans la première partie. Donc, à l'aide de la force, de façon générale. Plus spécifiquement, on avait des chapitres qui portaient sur la force gravitationnelle, sur la force de rappel, sur la force normale. Et on a sauté, on est rendu au chapitre 12, donc on réalise qu'on sautait le chapitre 11, la force centripète, pour commencer à parler, quand on voit les petites coches ici, là, dans le bas de la page, on explique qu'on est en train de faire le mouvement circulaire. Donc, un peu comme on avait fait dans la première partie du cours, donc mouvement de translation, on était tombé en mouvement circulaire pour finir par la mécanique des fluides. Dans le domaine de la dynamique, mouvement de translation, des chapitres sur le mouvement circulaire. Donc, il y en avait 3, mais on va faire juste le deuxième. Je vais quand même prendre quelques secondes tout à l'heure pour aller vous parler du 11, mais on va se contenter de faire le deuxième. Donc, on va avoir encore une fois de la rotation dans cette partie-là du cours. Et à la fin, on va faire encore de la mécanique des fluides avant de passer à la troisième et dernière partie du cours. Donc, avant de vous parler spécifiquement de 12, je vais prendre quelques secondes pour vous parler de 11, dire qu'est-ce qu'on a sauté, au moins que vous sachiez que ça existe. Je vais donc aller à la page 29 du résumé. Donc, le résumé du chapitre 11, la force centripète. Donc, comme je vous mentionnais tout à l'heure, on revient dans le mouvement circulaire. Donc, un objet qui tourne. Ça peut être une voiture sur un plan incliné, mais ça peut être un objet de façon générale qui tourne. Donc, les deux formules qu'on a ici, on les avait déjà vues lorsqu'on avait fait la cinématique du mouvement qui tourne, l'accélération centripète est égale à quoi, puis la période ou la fréquence est égale à quoi. Bon, ici, on voit maintenant la force centripète, la somme des forces centripètes. Là, le C, c'est pour une force centripète. Première remarque, il ne faut surtout pas parler de force centrifuge. Sans aller dans le détail, la force centrifuge, c'est une force fictive qui n'existe pas. Il n'y a pas de force qui nous projette vers l'extérieur. Il y a une force qui nous retient, qui nous fait tourner en rond. Si cette force-là cesse d'exister, on a l'impression d'être projeté vers l'extérieur. Mais dans le fond, on s'en va en ligne droite. Là, je pourrais vous le montrer avec une fronde, un tire-roche qu'on fait tourner, une corde qu'on fait tourner en rond pour tirer une roche. Lorsque la roche décroche, elle ne s'en va pas vers l'extérieur du cercle, elle s'en va en ligne droite. Donc, il n'y a pas de force qui nous projette vers l'extérieur du cercle. Mais encore plus important, même la notion de force centripète, c'est pas une force au même titre. Si je vais dans le résumé des forces, au chapitre 7, là, on présentait les forces, on faisait une liste de toutes les forces qui existaient. Donc, quand on cherche à identifier les forces qui existent dans un problème, on disait pensez à la force gravitationnelle, la force élastique, la force de tension, la force normale, les forces de frottement, la force de traîner dans l'air, la force extérieure. Mais vous voyez, j'ai jamais listé force centrifuge, qui n'existe pas, ni même force centripète. Okay? Donc, on n'essaie pas d'identifier est-ce qu'il y a une force centripète dans notre problème. Ça n'existe pas sous cette forme-là, une force centripète. Au même titre qu'on ne se demandait pas est-ce qu'il existe une force Fx, est-ce qu'il existe une force Fy. C'était juste un système de référence. On disait toutes ces forces-là, je vais les étudier selon le système de coordonnées, l'axe X. Toutes les forces en haut, je vais les étudier selon le système de coordonnées en Y. Puis on pourrait même le faire en Z. Mais toutes les forces qui sont en haut, qui ne sont pas une force centripète, je pourrais les étudier par rapport au centre du mouvement circulaire. Donc, quand on dit force centripète, c'est rien qu'un système de référence. Dire, je vais étudier mes forces qui existent dans l'univers, mais par rapport au centre du cercle. Donc, force centripète, là, c'est au même niveau que somme des forces selon X, selon Y, selon Z, etc. Okay? Donc, si jamais vous rencontrez les forces centripètes, c'est sous cette forme-là qu'on devrait les étudier. Je reviens donc au résumé du chapitre 11.
Donc on avait la somme des forces centripètes ici, qui est un peu comme on faisait somme des forces selon x est égal à m/x, ben, somme des forces centripètes est égale à m fois l'accélération centripète. Okay. Donc, à ces formules-là, on pourrait étudier les virages surélevés. C'est un domaine intéressant souvent à étudier. Donc, j'embarque pas dans le détail des formules, mais on les retrouve en appliquant ces lois-là de la physique. Évidemment, les astronomes aiment bien étudier le mouvement des objets, donc les orbites des planètes et la plupart des objets célestes, ben, c'est à l'aide de la force gravitationnelle, mais qui va agir comme une force centripète pour faire tourner les objets. Et d'autres notions là, qui font également l'appel à cette notion-là de force centripète. Petite remarque, je pense, j'ai mis aussi facteur de conversion, là, ça serait peut-être plus important pour vous autres, parce qu'on parle souvent des RPM. Ben, 60 RPM, c'est l'équivalent de 60 tours par minute, 60 rotations par minute. Je peux le convertir en tours par seconde en multipliant par un facteur de conversion. Donc, 1 minute pour 60 secondes, le 60 va disparaître. Donc, 60 RPM, c'est l'équivalent de 1 RPS, 1 tour par seconde. Et c'est l'équivalent de ce qu'on appelle 1 Hertz. Bon, maintenant, le chapitre 12. Donc, je suis de retour dans le document principal portant sur le chapitre 12. Je suis à la page 1, la table des matières. Donc, on va couvrir 4 sections, quoique dans le fond, il y a à peu près juste une notion fondamentale. Qu'on va regarder sous différents aspects, puis qu'on va faire beaucoup d'exemples dessus, là, mais il y a à peu près juste une grosse formule à retenir là, pour ce chapitre. Je m'en vais à la page 5 du chapitre 12, donc au niveau des définitions et des symboles. Donc, je vous rappelle, quand on a fait la translation d'un objet qui se déplace en ligne droite, on parlait de force. Quand on est dans le domaine d'un objet qui tourne, on va parler de moment de force. Bon, tout le monde a déjà analysé, essayé de faire tourner quelque chose. Exemple, une simple porte. Ben, on est plus efficace quand on prend la porte par sa poignée qui est à l'opposé complètement des charnières que si vous essayez de pousser la porte proche des charnières. C'est beaucoup plus dur de faire tourner. Pour la même force qu'on appliquerait, on est mieux d'appliquer la force à l'opposé complètement des charnières. Donc, juste la notion de force, de dire j'applique-tu mon 10 newtons, exemple, d'un côté ou de l'autre de la porte, à une extrémité ou l'autre de la porte, on n'aura pas la même efficacité pour la faire tourner. Donc, parler juste de la valeur 10 newtons, c'est pas suffisant, il faut ajouter un deuxième concept, là, qui est la distance, l'endroit où on applique notre force. Donc, on va parler de moment de force. Okay? Donc, c'est un peu ce qui est écrit ici. On vous parle justement, je crois, de l'exemple de la porte, ou encore pour arracher un clou. Évidemment, il existe différents modèles d'arrache-clou. Hein, plus qui est long, pour la même force, on va avoir plus de facilité à arracher un clou. Donc, encore une fois, juste la force n'est pas suffisante. Donc, on va parler de la distance. On va parler du bras de levier ou de la distance à laquelle on applique la force. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que le moment de force, un peu comme la force, c'est une quantité vectorielle, donc qui a un sens, une orientation, puis une grandeur. Sauf qu'on va se limiter souvent à la grandeur. Donc, est-ce que j'applique un grand moment de force ou un petit moment de force? Mais il faut toujours aussi définir le sens qu'on fait tourner. Okay? Donc, ça va nous prendre une convention de sens. Donc, un moment de force qui va être positif, c'est une force appliquée qui fait tourner l'objet anti-horaire. Donc, c'est une grande convention établie par les mathématiciens, les physiciens, c'est historique. On a pris le sens anti-horaire. On appelle ça anti-horaire lié aux horloges. C'est sûr que on voit de moins en moins d'horloges avec des aiguilles, mais des aiguilles, quand ils tournent anti-horaire, ça ne tourne pas anti-horaire des aiguilles, mais s'ils tourneraient anti-horaire, on dirait qu'ils tournent positif. Les vraies aiguilles d'une montre tournent dans ce sens-là, on a défini qu'ils tournaient dans le sens négatif. Okay? Donc, vous relirez cette partie-là de la page. Évidemment, les symboles qu'on va utiliser, bon, il y a deux grandes écoles de pensée dans ça. L'école un peu plus pensée des physiciens qui vont utiliser une lettre grecque, la lettre grecque tau, pour représenter le moment de force. Il y a une autre école de pensée qui nous simplifie ça un peu, plus l'école ingénierie, si on veut, que le moment de force, ils vont l'appeler grand M. Donc, on dit que c'est un vecteur. Donc, si je veux parler du vecteur moment de force, j'écris ma petite flèche au-dessus du M. Encore une fois, je vais souvent m'intéresser juste à dire ce moment de force-là, il est-tu grand ou petit? Donc, quelle est sa valeur numérique sans signe?
Bon, un peu comme on faisait dans les vecteurs, dans ce cas-là, je parle juste du M majuscule. Donc ça, le module du moment de force, c'est une quantité qui est toujours positive. Certains livres de physique vont mettre 2 barres pour dire qu'on parle d'une valeur positive. Okay. Mais je vous ai dit que ça avait un signe, un sens de rotation. Donc quand on s'intéresse à la valeur du moment de force par rapport au sens de rotation, bien évidemment, il va falloir dire qu'on tourne alentour d'un axe. Le système qu'on utilise le plus souvent, c'est qu'on dit que notre axe de rotation, c'est l'axe Z. Là, on avait les déplacements selon l'axe X et Y. Mais là, souvent, on va prendre l'axe de rotation comme étant l'axe Z. Donc, si je veux parler du sens de rotation avec le signe, ben, encore une fois, un peu comme selon X, selon Y, c'était une valeur avec signe, ben, le moment de force selon Z, c'est avec une valeur qui va avoir un signe. On met des représentations en bas de où est l'axe Z, ben, il est perpendiculaire aux axes X, Y, donc on tourne alentour, c'est un objet qui tournera alentour de cet axe de rotation-là. Évidemment, on a parlé du sens antihoraire comme étant le sens positif, donc en 3 dimensions, j'ai essayé de montrer qu'on tournait dans le sens antihoraire, qui est défini aussi comme étant le sens de l'axe X vers l'axe Y, c'est aussi du sens qu'on mesurait les angles, hein, donc on reste quand même cohérent à ce niveau-là. Bon, en 3 dimensions, c'est pas toujours évident de faire des dessins en 3 dimensions. On aime mieux les faire souvent dans un seul plan, puis souvent c'est le plan vu de haut. Donc on a notre, pas dessiné ici, mais l'axe des X qui serait à l'horizontale, l'axe des Y qui serait à la verticale. Puis on dit que l'axe Z sort de la feuille. Puis on dessine un point à l'intérieur d'un petit cercle comme ça. On peut se demander de où ça vient ça. Ben, c'est qu'on a défini un standard qui disait que pour montrer que l'axe Z sort de la feuille, c'est comme s'il y avait une fléchette qui sort de la feuille. Hein? Un axe, c'est souvent une ligne avec une pointe au bout. Ben, pour montrer que l'axe Z sort de la feuille, ben, on représente la pointe comme étant quelque chose de pointu, là, un point. Si j'aurais voulu montrer, ça arrive des fois, c'est très très rare, mais que l'axe Z rentre dans la feuille. C'est-à-dire qu'ici, là, il aurait été inversé puis il pointe vers le bas. Ben, on dessine la queue de la fléchette. Hein? On dessine un X qui représente, si on veut, la queue de la fléchette. Bon, on va essayer de faire ça simple, on va toujours les faire de cette forme-là. Fait que ça, c'est mon axe de rotation. J'aurais comme une ligne qui sort de la feuille, puis je tourne alentour de cette ligne-là. Ben, je vais dire, si je tourne anti-horaire, je vais avoir une valeur selon Z qui est positive, plus grande que 0. Si je tourne dans le sens horaire, par rapport à mon axe de rotation qui sort de la feuille, je vais dire que j'ai un moment de force selon Z négatif, donc plus petit que 0.